Bien, alors je vais commencer par rappeler où j'étais arrivé la semaine passée. Donc on a montré que la dynamique du champ de gravitation couplée à des p-formes et à des champs scalaires se ramenait à la limite BKL, donc au voisinage d'une singularité de genre espace, à ce qu'on appelle des billards BKL, donc à la dynamique de billard, qu'on appelle aussi billard cosmologique, puisque BKL ont fait leur analyse dans le contexte cosmologique, mais de manière plus générale, c'est des billards associés aux singularités de genre espace. Et la caractéristique de ces billards, au billard BKL, la description de ces billards est la suivante. Donc on a la dynamique est portée par les facteurs d'échelle, ou facteurs d'échelle logarithmiques pour être plus précis, qui sont les facteurs d'échelle géométriques associés à chacune des directions d'espace, donc j'en ai D, plus les dilatons, donc s'il y en a n, ça fait D plus n. Et puisqu'on a une description hamiltonienne, ils ont leur moment conjugué que j'ai noté pi mu. Alors, je vais introduire comme la signature de l'espace des facteurs d'échelle logarithmique, c'est la signature lorentzienne. Je vais introduire en fait grand M égale n plus d moins 1, parce qu'on est réellement à m plus une dimension. Il y a une dimension de temps dans l'espace des facteurs d'échelle, et puis le reste, c'est des dimensions d'espace. Alors, la dynamique, puisqu'on est en description hamiltonienne, est complètement donnée par le hamiltonien, qui a la forme suivante. Donc, n tilde est le laps redimensionné, donc un facteur de racine de g. Ce qui est important, c'est la densité hamiltonienne H ronde, qui comporte deux parties. Alors, la partie libre, oui, mettons les indices, oui. Respectons la position des indices. Donc la partie cinétique, et puis on a toute une série de murs infinis de potentiel. Donc ils sont caractérisés par des formes linéaires en les facteurs d'échelle. Et donc, il y a un certain nombre de murs, et ceci, c'est une sommation sur tous les murs présents dans la théorie. Et donc, la fonction θ ici, c'est la fonction θ infinie, donc elle est 0 lorsque l'argument est négatif, c'est-à-dire lorsque les oméga A sont positifs, et elle est infinie de l'autre côté. Donc, c'est des murs infinis de potentiel. Alors, la fonction quadratique ici, elle est importante. On a vu qu'elle était donnée par la somme des pi A au carré, moins 1 sur D, moins 1, somme des pi A, le tout au carré. Et puis, on a la contribution des dilatons. Bon, j'en écris qu'un ici. S'il y en a plusieurs, ben, chaque dilaton apparaît. Alors, la nature des murs et le nombre de murs va dépendre du système qu'on étudie. Donc s'il n'y a pas de p-forme, si c'est la gravitation pure, on n'aura ici que ce que j'ai appelé les murs de symétrie, ou murs centrifuges, et murs gravitationnels liés à la courbure. Si on a des p-formes, chaque p-forme va apporter une collection de murs, les murs électriques et les murs magnétiques. Si un dilaton, on a vu qu'il y avait aussi un terme dans le potentiel associé au dilaton, mais en fin de compte, à la limite BKL, il ne joue pas. Et donc, le nombre de murs et la forme exacte de ces formes linéaires va dépendre de la théorie. Mais dans tous les cas, quelle que soit la théorie, on obtient une dynamique qui, à la limite asymptotique BKL, est décrite par ceci. Alors, comme on a vu aussi,
la partie libre, donc la métrique G mu nu ici est une métrique plate. Donc l'espace des facteurs d'échelle est un espace de signature M1, donc un espace de Minkowski, muni de la métrique plate qui est ici, dans les coordonnées qu'on a adoptées. Et le mouvement est évidemment confiné dans la région où les formes linéaires oméga A de bêta sont positives. Bon, nul, c'est juste le mur. Je vais inclure, bon, c'est pas très, très important ça, l'égalité. Et donc, je vais définir pour chaque forme linéaire un hyperplan dans cet espace de Minkowski que j'appelle HA, donc qui est défini par l'équation où les oméga A sont nuls. Et ces hyperplans divisent l'espace en deux régions. Et donc, je définis la région positive comme donc, par cette inégalité. Donc HA+, c'est l'ensemble des bêtas qui satisfont à ces inégalités. Ce qui veut dire que le billard va être l'intersection sur tous les murs de la théorie des HA+. Le mouvement est donc confiné dans cette région. Et dans cette région, donc quand on n'est pas près d'un mur, le hamiltonien se réduit à ça. C'est le hamiltonien d'une particule relativiste. Oui, il y a aussi la condition que H est égal à 0. Une particule relativiste dans un espace de Minkowski. Et quand on atteint le mur, il y a une réflexion. Et en fait, ça correspond aux transformations BKL que j'avais analysées tout au début du cours. En termes de ces variables d'échelle, la loi que je vous ai donnée est effectivement une réflexion spéculaire sur les murs définissant le billard. Alors, comme je l'ai dit aussi la semaine passée, tous ces murs, ça c'est important, sont de genre temps, ce qui veut dire que la réflexion dans un de ces murs, dans n'importe lequel de ces murs, préserve l'orientation du temps. Donc ça va être une transformation qui préserve la métrique, G mu nu. Donc ça va faire partie du groupe de Lorentz OM1. Donc les réflexions dans les murs appartiennent à OM1, mais en fait on peut dire que c'est même le sous-groupe orthochrone OM1+, donc qui préserve l'orientation du temps parce que les murs sont de genre temps. Alors j'écrirai plus tard la forme explicite de la réflexion. Mais donc on a ainsi deux descriptions. Soit on décrit le mouvement dans l'espace de Minkowski des facteurs d'échelle. Donc on a, ici c'est le cône de lumière passant par l'origine, donc on a un certain nombre d'hyperplans de genre temps. Bon, je ne dessine pas super bien, mais c'est pour donner l'idée. Puis donc j'en ai deux, un deuxième ici. Et donc la particule qui décrit le mouvement des facteurs d'échelle se déplace le long de droite de lumière, puisqu'on a la contrainte que h est égal à 0. Donc à un certain moment, elle va toucher, disons, un mur ici, puis elle va être réfléchie, et donc elle va, selon la règle, je vais écrire explicitement la réflexion, mais donc c'est une réflexion spéculaire, et puis là, elle repart selon une trajectoire de lumière, et puis elle va rencontrer l'autre mur qui est là, par exemple, et de nouveau, elle est réfléchie. Donc c'est une ligne brisée formée de morceaux de genre lumière. Donc ça, c'est dans la description, disons, dans R M1. Alors dans cette description, si par exemple, on sait que toutes ces variables-ci ne sont pas indépendantes puisqu'il y a la contrainte. Alors, si on prend par exemple comme temps pour décrire le mouvement à temps minkowskien, les murs vont apparaître comme bougeant dans le temps, puisque en général, ils ne sont pas juste... ils vont avoir une certaine inclinaison. Et donc la description en termes de projection radiale sur le plan ou l'hyperplan hyperbolique est plus... l'espace hyperbolique est de ce point de vue-là
plus avantageuse. Donc dans l'espace hyperbolique, donc je vous avais dit, je ne vais pas le redessiner ici parce qu'on ne verra plus rien, mais donc on projette radialement, donc par l'origine, sur la nappe supérieure de l'hyperboloïde unité, et donc le mouvement va avoir une certaine... va être en fait décrit par des arcs de géodésique, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose comme ça. Donc si je dessine à 2 dimensions, donc ça c'est qui correspond au cas BKL à 3 plus une dimension d'espace-temps. On va voir ça c'est l'espace hyperbolique à 2 dimensions. Je prends la description de Poincaré. Je vais avoir un certain nombre de murs, donc c'est des hyperplans hyperboliques, donc ils sont orthogonaux au bord qui représentent l'infini. Donc maintenant j'en ai un comme ça, puis donc il faut projeter ces hyperplans sur l'hyperboloïde, puis l'autre va peut-être donner quelque chose comme ça. Hein. Et le mouvement va être représenté par des morceaux de géodésique qui sont réfléchis selon la règle angle d'incidence égale angle de réflexion quand on touche un mur. Alors normalement c'est des géodésiques de l'espace hyperbolique, donc ce n'est pas des lignes droites, mais néanmoins pour donner l'idée que c'est des géodésiques, je vais dessiner le mouvement libre comme une ligne droite, donc c'est pas juste, mais normalement c'est des arcs de cercle, mais ça devient compliqué à dessiner. Et puis par contre les angles étant bons, l'angle ici doit être égal à l'angle là, et donc de manière générale, voici le mouvement, le même mouvement projeté sur le plan hyperbolique. Cette description est plus intéressante parce que les hyperplans sont fixes. On a une description, dans cette description, les hyperplans sont fixes. On a des morceaux de géodésique. Et donc, la question, on a un billard dans le plan hyperbolique dont les bords sont déterminés par les murs ici, projetés sur le plan hyperbolique. Alors, en termes, la réflexion ici, donc si j'écris les formes linéaires sous la forme n mu bêta mu égale à 0, donc toutes les formes linéaires sont linéaires, donc c'est certains coefficients que j'ai appelés n mu fois bêta mu égale à 0. Pourquoi j'ai appelé ça n mu? Parce que c'est orthogonal à l'hyperplan correspondant, mais ce n'est pas nécessairement normé. Donc ce n'est pas nécessairement la normale normée ici. Je prends les coefficients tels qu'ils viennent des formes linéaires et du Lagrangien. Et la réflexion donnée dans l'hyperplan orthogonal au n mu, donc dans ces hyperplans-là, c'est simplement y mu, ou bêta mu, pardon, je ne sais pas pourquoi va sur bêta prime mu, égale à bêta mu, moins 2 produit scalaire, si je prends des notations vectorielles, n bêta, que ce que je vais faire. Donc ça, c'est équivalent à produit scalaire de n avec bêta est égal à 0, ou ça, c'est le produit scalaire défini par grand G mu nu, enfin plutôt l'inverse de grand G mu nu, sur, alors puisque ma normale n'est pas nécessairement normée, n carré, n mu. Donc ça, c'est la réflexion ici, mais bon, projeté, ce sera angle d'incidence égale angle de réflexion en termes de coordonnées de l'espace hyperbolique. Donc là, c'est le point où on est arrivé la semaine passée, et donc une théorie va induire un certain nombre de murs, et je voudrais étudier aujourd'hui les propriétés de ces murs et de la région définie par ces murs. Et c'est un intérêt, pour une des raisons pour lesquelles c'est intéressant, c'est la suivante, c'est qu'en fait l'étude du mouvement géodésique dans un billard hyperbolique a été beaucoup étudiée, en particulier propriétés chaotiques, pas chaotiques. Et on peut montrer que le mouvement sera chaotique si le volume du billard est fini, et qu'il ne sera pas chaotique, il sera chaotique s'il est fini, donc chaotique avec une divergence exponentielle des trajectoires voisines, et il ne sera pas chaotique si le volume est infini, parce que ça c'est typiquement une situation où le volume est infini. Rappelez-vous, ceci c'est l'infini. Hein. Donc il y a clairement un volume infini, mais vous voyez bien qu'après un certain temps,
on va se trouver dans une zone où il n'y a plus de réflexion. Et donc, on va avoir juste le mouvement géodésique libre dans l'espace hyperbolique. Par contre, une situation où le volume serait fini, ben, par exemple, ça, et puis, enfin voilà, vous pouvez imaginer, hein, quelque chose comme ça. C'est mal dessiné, mais ici dedans, si le billard est déterminé comme par ça, là clairement le volume est fini, parce qu'on intègre sur un complexe. Dans ce cas-là, il est fini, et c'est même un billard compact. Et donc, dans ce cas-là, on peut démontrer qu'il y a KO, qui est le KO de BKL, qu'ils avaient vu à 3 plus une dimension. Et le KO résulte dans la description de billard hyperbolique, comme ça, un espace à courbure constante, mais négatif surtout. Il y a divergence des trajectoires. Et en plus, les murs, vous voyez, c'est concave. Donc, il y a aussi divergence là. Donc, on peut montrer, ça je ne vais pas le faire ici, mais que le critère de KO pas KO, c'est que le volume soit fini ou pas fini. KO fini, et s'il n'est pas fini, donc s'il est infini, il n'y a pas KO. Et on est dans cette situation-là. Là, c'est facile à comprendre, parce qu'après un certain temps, on trouve une sortie, si je puis dire. Alors, le volume peut être fini, même si les hyperplans, et on va avoir des exemples en gravitation, sont parallèles, mais pas divergents. Donc, par exemple, cette situation-ci, là, on va à l'infini, se rejoignent à l'infini, sont parallèles, donc là, il y a des intégrales à calculer, mais on peut montrer que même dans ce cas-là, le volume est fini, et donc même dans ce cas-là, il y a KO. Donc un billard de ce type-là. Donc le billard ne doit pas être nécessairement compact pour que le volume soit fini. Là, il n'est pas compact, parce que ça va à l'infini, mais bon, enfin, ça se rejoint suffisamment vite à l'infini, si je puis dire, pour que le volume soit fini. Donc, démontrer qu'on revient toujours du point. Oui, donc c'est en fait une analyse assez fine que BKL ont fait, mais c'est ce qu'ils appellent les petites oscillations. Si on rentre, à un moment donné, on ressort. Oui, donc il faut le faire, mais ça a été fait. Alors... J'ai une question, excuse-moi. J'avais le souvenir en dimension 2, alors évidemment la dimension 2 échappe à l'analyse qui est là. Est-ce que mon souvenir est juste qu'en dimension 2, donc dans le plan du Poincaré ordinaire, il y a KO? C'est une situation qui était chaotique. C'était un des premiers exemples, non? Où il y avait une propriété de KO. Oui, KO si le volume est fini. Je dirais, si on regarde juste le plan hyperbolique, c'est difficile de... Parce que ça ne revient pas, ce n'est pas borné. Donc bon, évidemment, il y a plusieurs définitions de KO possibles, mais bon, c'est vrai qu'il y a divergence des géodésiques voisines, puisque la courbure est négative, mais ce n'est pas nécessairement suffisant pour avoir des notions fortes de KO. Quand le volume est fini, on a ergodicité, on a des tas de propriétés. C'est un... Voilà, oui, c'est comme les... Oui. Alors, et donc la question qu'on va analyser maintenant, c'est à quoi ressemblent ces billards cosmologiques pour une théorie quelconque d'abord, et puis pour les théories de la gravitation qui nous intéressent en particulier. Et c'est pour répondre à cette question que j'avais commencé l'analyse des groupes de... Enfin, que j'avais parlé des groupes de Coxeter. Donc en fait... Mais plutôt que de faire la théorie générale, je vais analyser des cas très précis, à partir desquels je vais abstraire, si je puis dire, les propriétés générales. Alors, et les cas précis, je vais faire la gravitation à 3 plus une dimension, la gravitation en dimension quelconque, et puis la supergravité maximale à 11 dimensions. Donc regardons d'abord à quoi ressemble le billard de la gravitation pure à 3 plus une dimension. Donc le cas historiquement étudié en premier par BKL. Donc ça je vais peut-être garder. Mais... Alors,
dans ce cas-là, on a les murs de symétrie et les murs de courbure. Alors les murs de symétrie, je vais d'abord tous les écrire. Donc il faut qu'on soit de ce côté-là de B. Donc je vous rappelle, hein, c'était les différences entre deux bêta, mais les indices, l'indice ici doit être plus petit que celui-là. Donc j'ai aussi bêta 3 moins bêta 1, positif ou nul. Donc j'ai 3 murs de symétrie. Et puis j'avais les murs de courbure qui sont donnés, mais puisque je garde les facteurs, parce que c'est important, la normalisation, pas maintenant, mais plus tard ce sera important. Et donc au total, j'ai 6 murs. Mais vous voyez tout de suite, et ça c'est un concept important, que parmi ces 6 murs, il y en a certains qui sont superflus et que d'autres qui sont dominants ou les seuls relevants. Par exemple, il est clair que si cette inégalité-ci est satisfaite, et si cette inégalité-ci est satisfaite, celle-ci l'est automatiquement également, puisque bêta 3 moins bêta 1, c'est la somme de ça plus ça. Le bêta 2 simplifie. En d'autres termes, ce mur-ci n'apporte rien de plus. Si on est du côté positif de ces deux murs, on sera automatiquement du côté positif de ce mur-là, et je peux le laisser tomber. Enfin, il est présent, mais donc je ne devrais peut-être pas dire ça, mais il n'est pas dominant, il est irrelevant pour déterminer le billard. Il est important pour d'autres choses, hein, donc ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tout cas, pour déterminer le billard BKL, il n'y a que ces deux murs de symétrie qui sont importants. Alors j'ai ensuite les murs de courbure, mais vous voyez que si bêta 1 est positif et que bêta 2 est plus grand que bêta 1, ben, ceci va être automatiquement satisfait. Donc je peux écrire 2 bêta 2 en fait comme 2 bêta 1 plus 2 fois ceci, donc comme une somme de termes positifs quand ça c'est positif. Pareil pour bêta 3. Donc les seuls murs relevants, c'est ceci. Et il y en a 3. Donc la première chose qu'on voit, c'est que l'espace hyperbolique caractérisant la gravitation à 3 plus une dimension, ben, je vous ai dit, hein, en fait c'est HM, donc c'est puisqu'on projette on perd une dimension en projetant, donc c'est pour ça que j'ai introduit M. Donc c'est le nombre de facteurs d'échelle moins 1, il n'y a pas de dilaton, donc c'est 2. Donc on est bien dans l'espace hyperbolique à 2 dimensions, dans ce cas-ci, donc c'est H2. Et bon, évidemment, je ne vous dis pas comment les bêtas se mettent, mais je vais d'abord dessiner les murs. Donc là, vous devez me croire. En fait, les murs de symétrie, c'est les droites à 60 degrés. Donc c'est symétrique en principe. Hein. Ouais. Donc, je vais peut-être faire ça mieux. Donc il y a les 3 murs de symétrie. Et on peut montrer que les murs de courbure, en termes de la description hyperbolique, ils font ça. Donc ils sont perpendiculaires là. Donc les murs de courbure, ils forment ce qu'on appelle un triangle idéal, dont tous les sommets, équilatéral idéal, dont tous les sommets sont à l'infini. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que 3 murs qui sont relevants. Mettons celui-ci, dans une bonne paramétrisation, celui-ci et celui-ci. Un mur de courbure et 2 murs de symétrie. Et donc effectivement, si on est du côté positif de ce mur-ci, on sera automatiquement, du côté positif de ce mur-ci, on sera automatiquement du côté positif de ce mur-là, hein, comme on le voit, et pareil pour les mots de courbure. Hein. Et donc la zone du billard dans le cas de la gravitation, c'est la zone ici, elle est... Et donc c'est un billard de volume fini, puisqu'on retrouve les propriétés dynamiques mises en évidence par BKL. Je voudrais faire un petit peu plus, je voudrais calculer les angles, en fait on les voit, les angles, mais peut-être on va le vérifier à l'aide des formes, que ça nous permet de nous familiariser. Mais les angles, vous voyez bien qu'il y a un angle de 0 degré, ils sont parallèles, il y a un angle de 90 degrés, et ici l'angle est de 60 degrés. Donc c'est un triangle dans l'espace hyperbolique. Hein. Donc la somme des angles est inférieure à 180 degrés.
Mais en fait, on peut voir ça tout de suite. Si je calcule, donc on va utiliser cette formule pour calculer. Ah oui, il faut que je donne la métrique inverse. Donc G mu nu, bêta nu, bêta nu. Même j'en prends deux distincts. Oui, mais comme je travaille directement avec comme je peux lire directement ça, pardon, on va garder l'expression où on utilise les composantes covariantes. Donc on a G mu nu, alors j'en ai deux, N mu 1, N mu 2. Donc c'est égal à la somme des NA, dans notre cas il n'y a pas de dilaton, hein, NA1, NA2, moins 1 sur D moins 1, somme de NA1, somme de NA2. Alors on a vu que tous les murs étaient de longueur 2, on peut peut-être le vérifier. Donc ici, la somme, par exemple, si je prends 2 égale à 1, donc le même mur, ici, j'ai un coefficient 1, l'autre est moins 1, donc 1 au carré moins 1 au carré, c'est 1, donc je vais obtenir 2 d'ici, et la somme des coefficients fait 0, puisqu'il y en a un qui est plus, l'autre qui est moins. Donc effectivement, j'ai bien longueur 2. Donc ces murs sont de longueur 2, bon, c'est important si on veut calculer les angles de connaître la longueur des objets, et ces murs-ci ici sont aussi de longueur 2, donc je vais avoir 4 ici, moins 1 demi fois 4, c'est-à-dire 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Donc les murs sont de longueur 2. Et les produits scalaires, les murs de symétrie ont des produits scalaires faciles à calculer parce que comme la somme des coefficients est nulle, le deuxième terme ne contribue pas, donc il faut regarder que ça. Et donc vous voyez que le produit scalaire de ce mur-ci, avec ça, c'est moins 2 sur racine de 2, hein, puisqu'ils sont de longueur, donc je vais l'écrire, donc c'est-à-dire moins 1. Et ça, c'est l'angle correspond à 0 degré. Donc, rappelez-vous, l'angle diédral entre deux hyperplans, c'est le supplémentaire de l'angle formé par les normales. Donc la normale à celui-ci, elle pointe comme ça. La normale à celui-ci, elle pointe comme ça. Donc le produit scalaire, c'est bien moins 1. Et donc le cosinus de l'angle, c'est moins 1, pardon. Et donc le produit scalaire, c'était moins 2, mais je divise par la norme de chacun aux racines carrées. Donc le cosinus de l'angle, c'est moins 1. Donc on a un angle de 180 degrés, ce qui correspond bien à un angle diédral, le supplémentaire de 0 degré. Alors pour les autres murs, donc on va calculer ceci avec ça, c'est 0. Donc le produit scalaire, le cos θ fait 0, et donc l'angle est de 90 degrés. Donc c'est bien. Donc celui-ci, effectivement, un angle de 0 degré là et de 90 degrés ici. Et puis le produit scalaire de ça avec ça, là vous voyez que j'ai un β2 et un β2 qui se voient, ça me donne un moins 1. Moins 1 divisé par racine de 2, donc c'est moins 1 demi. J'ai donc l'angle est de 120 degrés, et donc le supplémentaire pour l'angle diédral, c'est 60 degrés. Donc vous voyez que les angles, donc non seulement on a un simplex, mais on a un simplex de Coxeter, puisque les angles diédraux sont tous de la forme, dans ce cas-ci, pi sur MIJ, si les I et les J se réfèrent au mur dominant, au mur important. Et MIJ vaut dans notre cas 2, puisqu'on avait un pi sur 2, 3, et l'infini, angle 0. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un simplex de Coxeter. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai introduit la notion la semaine passée, c'est parce que le billard qui sort de la gravitation pure et des autres modèles que je vais examiner maintenant sont des simplex de Coxeter. Alors l'autre modèle que je vais regarder, c'est peut-être la gravitation pure en dimension plus élevée, puisque donc, on avait étudié ça tout au début du cours. Alors je vais tout de suite, on voit bien tout de suite que parmi les murs de symétrie, les seuls qui vont être relevants, c'est
lorsque j'ai deux exposants successifs. Hein, tous les autres vont pouvoir s'écrire comme combinaison linéaire à coefficient positif de ceux-là. Donc je vais avoir bêta 2 moins bêta 1, bêta 3 moins bêta 2, bêta 4 moins bêta 3, etc. Bêta d moins bêta d moins 1. Et puis les murs de courbure, ils ont une expression un peu plus compliquée, rappelez-vous. C'est 2 bêta 1, je vais écrire le plus petit, plus bêta 2, plus bêta 3, et on s'arrête à d-2. Et tous les autres s'obtiennent par permutation de ceci. Mais il est clair que ça, c'est le plus petit, parce que bêta 1, ce que nous vont dire les inégalités qui sortent d'ici, c'est que bêta 1 est le plus petit des exposants, et puis c'est bêta 2, puis c'est bêta 3, etc. Donc je suis en train de calculer le plus petit des exposants gravitationnels, c'est celui-ci. Donc si celui-ci est positif, par la force des choses, automatiquement tous les autres le seront aussi. Ce qui veut dire en fin de compte que j'ai combien de murs? Ben, j'en ai exactement à nouveau le nombre qu'il faut pour avoir un simplex. Hein, puisque je serai dans l'espace hyperbolique, donc le nombre de bêta c'est d, donc grand M c'est d-1, donc je serai dans l'espace hyperbolique H d-1. Donc pour avoir un simplex, il faut d murs, j'en ai d-1 qui viennent d'ici, plus 1, donc j'ai bien d murs. Donc simplex, à nouveau. Donc ce n'est pas évident, a priori, qu'on va avoir un simplex, hein, parce que le nombre de murs, il est énorme. Hein, il croît. Il y a tous les murs, parce que je n'ai pas écrit tous les autres murs gravitationnels. Hein, mais donc, grâce en fait à ces murs de symétrie, on se ramène de nouveau à un simplex. Peut-être je ne vais pas faire le calcul explicite, parce que peut-être je vous laisse faire ça comme exercice. Si vous calculez les angles dans ce cas-ci, vous verrez que c'est toujours des angles de... Soit les murs sont orthogonaux, donc c'est à nouveau de la forme pi sur MIJ. Je regarde uniquement les murs adjacents, hein, où MIJ, cette fois-ci, vaut 2 ou 3. Alors peut-être je vais faire la supergravité à 11, là, explicitement. Donc là, je n'ai pas fait le calcul, hein, mais vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les formes linéaires, vous avez l'expression de la métrique, enfin, oui, la métrique inverse, c'est ce qu'on utilise puisqu'on a la n. Et donc, vous pouvez vérifier ceci. Hein. Alors, dans ce cas-ci, on a les murs de symétrie. Ça, c'est toujours les mêmes. Ils viennent de la gravitation. Donc, si on a la gravitation, ils sont présents. Alors, la dimension d'espace, c'est 10. Donc, le dernier va être ceci. Donc, j'ai 9 murs. Alors, je vais avoir beaucoup de murs liés à la... Alors, il y a les murs de courbure qui ont cette forme-ci. Bon. Mais alors, j'ai les murs liés maintenant à la 3 formes. Et la 3 formes va apporter des murs électriques et des murs magnétiques. Les murs électriques, c'est la somme de 3 exposants différents bêta, de 3 bêta différents. Donc en particulier, il y aura bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3. Puis je vais avoir bêta 5 plus bêta 6 plus bêta 10, par exemple, etc. Mais il est clair à nouveau que si on est du côté positif de tous les murs de symétrie, donc la plus petite des sommes de 3 bêta, c'est distinct, c'est bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3, parce que celui-ci est le plus petit, puis c'est bêta 2, puis c'est bêta 3. S'ils doivent être distincts, ben, il faut d'abord prendre bêta 1, puis on prend bêta 2, parce que c'est lui qui est le plus petit parmi ceux qui restent, et puis bêta 3. Donc parmi tous les murs électriques, il y en a une flopée, hein, factoriel 3,10, mais donc il y en a beaucoup, mais il n'y en a qu'un seul qui compte. Les autres sont sous-dominants.
Et puis j'ai les murs magnétiques. Eux, c'est la somme de 6 exposants distincts en dimension 10 plus 1. Et donc le plus petit des murs magnétiques, c'est celui-ci. Et puis tous ceux qu'on obtient par permutation des indices, donc à nouveau une flopée. Mais à nouveau, ces murs on peut les oublier. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que si ceci est positif, alors cette somme-là va être positive aussi, puisque bêta 4 plus bêta 5 plus bêta 6, c'est plus grand que bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3. Et donc j'ajoute quelque chose de positif à quelque chose qui est déjà positif. Donc, les inégalités correspondant à ces murs, donc être du côté positif de ce mur, va impliquer qu'on est automatiquement du côté positif des murs magnétiques. Donc du point de vue du billard, les murs magnétiques n'apportent rien. Alors, peut-être on va calculer les produits scalaires correspondants pour avoir les angles. Et je vais plutôt. Bon, il y a beaucoup de choses à écrire, donc plutôt que d'écrire, je vais encoder ça sous la forme d'un diagramme. Et donc, lorsque le produit scalaire entre deux murs est nul, donc à chaque mur, je vais associer un nœud dans le diagramme, un point, plutôt, et je ne vais relier ces points que si le produit scalaire est différent de 0. Alors, il se fait que les produits scalaires, à nouveau, sont toujours tels que, correspondent à des angles qui sont des sous-multiples entiers de pi. Donc, non seulement, là oui, j'aurais dû dire avant, on a à nouveau un simplex. Pourquoi on a un simplex? On a 10 plus 1, on a 10 murs dans l'espace hyperbolique H9. Pourquoi H9? Parce que c'est le nombre de facteurs d'échelle moins 1. Et on a 10 facteurs d'échelle, bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta 10. Donc on est dans H9. Quand on fait la projection, on a moins 1. Donc on est dans H9. Donc un simplex, c'est 10 murs. Et on voit qu'à nouveau, on n'a que 10 murs. On n'en a pas plus. Alors qu'il y a relevant. Alors qu'il y a une grande quantité de murs, mais les seuls importants pour déterminer le billard, c'est ceux que j'ai écrits ici. Alors il se fait que ces murs, donc on va calculer les angles diédraux correspondants, et les angles diédraux correspondants, on va le voir, mais j'anticipe, sont soit égaux à pi demi, donc cosinus, le produit scalaire est nul dans ce cas-là, soit égaux, comme ici, à donc le cosinus θ est égal à moins 1 demi. Et donc on a un angle de 120 degrés, donc un angle diédral de 60 degrés. Et je vais représenter ici les 10 murs par des points. Lorsque le produit scalaire est nul, par exemple, il est clair que si je prends bêta 10 moins bêta 9 avec bêta 2 moins bêta 1, on a une formule comme ça. Le d-1 maintenant, il vaut 10 moins 1, c'est-à-dire 9, 1 sur 9. Lorsque j'ai une formule comme ça, vous voyez bien que pour les murs de symétrie, seuls les murs de symétrie adjacents vont avoir un produit scalaire non nul. Tous les autres vont avoir un produit scalaire nul parce qu'ils ont des coefficients NA. Quand les coefficients NA1 sont nuls, NA2 n'est pas. Enfin, ils ne sont jamais simultanément non nuls, sauf si j'en prends deux adjacents. Là, j'aurai bêta 3 moins bêta 2, donc il y aura. Mais par contre, si je prends par exemple bêta 10 moins bêta 9 et celui-ci, il est clair que le coefficient de bêta 2 ici n'est pas nul, mais là il est nul. De bêta 1 ici n'est pas nul, mais là il est nul. Donc ceci va être nul, et ces sommes-là sont nulles, donc ça ne contribue pas. Donc il est clair que tous les produits scalaires vont être nuls, sauf lorsque j'ai deux murs adjacents, j'en ai 9, auquel cas le produit scalaire, ça va être la même chose que ce qu'on a calculé à 3 dimensions, puisque ça ne va pas jouer, la somme des n pour les murs de symétrie est nulle. Donc on retrouve ceci. Et donc effectivement, on a bien un produit scalaire qui est égal à un cos θ qui est égal à moins 1,5 pour les normales, mais puisque s'il faut prendre le supplémentaire, ça fait un angle de 60 degrés. Et donc, en fait, on aura, si je décide de ne pas relier deux points qui correspondent à des hyperplans qui font un angle qui sont orthogonaux,
je ne vais pas relier celui-ci à celui. Donc je prends les murs tels qu'ils viennent ici. Hein. Donc celui-là, c'est bêta 2 moins bêta 1. Celui-ci, c'est le suivant. Je vais avoir le schéma suivant. Donc là, peut-être j'écris les choses explicitement. Bêta 2 moins bêta 1, bêta 3 moins bêta 2, etc. Et donc j'en ai combien? J'en ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc le dernier, c'est bêta 10 moins bêta 9. Ça, c'est les murs qui viennent des murs de symétrie. Et puis, on a encore ce mur-là dont il faut tenir compte. Mais vous voyez que donc lui, il a une somme de n qui est égale à 3. 1 plus 1 plus 1. Mais quand je prends son produit scalaire avec un mur de symétrie, comme les murs de symétrie ont une somme de n qui est égale à 0, on peut oublier ça. On avait vu la semaine passée que ces murs étaient aussi de norme carrée égale à 2, comme ceci. On avait vu ça ici. Et donc, pour calculer les produits scalaires, on va calculer ça. Et vous voyez qu'à nouveau, ce mur-ci est orthogonal à ceci, parce que là j'ai un plus 1, là j'ai un moins 1. Là j'ai un 1 et un 1. Donc quand je fais le produit scalaire, je vais avoir moins 1 plus 1, ça fait 0, en prenant cette formule-là. J'ai deux termes non nuls correspondant à ça, mais l'un vient avec un signe plus, l'autre avec le signe moins. Le suivant, donc c'est 0 avec ça. Le suivant, j'ai bêta 3 moins bêta 2, à nouveau je vais avoir 0. Le suivant, c'est bêta 4, on va l'écrire, moins bêta 3. Et vous voyez qu'il a un moins 1 qui va venir de là. Et donc on va être exactement dans la même situation qu'ici. Et donc on va avoir en tout cas une ligne ici pour bêta 1 plus bêta 2 plus bêta 3. Donc j'utilise la supermétrique de 2,8. Et puis, après bêta 4 moins bêta 3, j'ai bêta 5 moins bêta 4. Clairement, le produit scalaire est nul. Donc il n'y a pas d'autre ligne. Et donc le schéma qui encode les produits scalaires des murs dans le cas de la supergravité à 11 dimensions, c'est celui-ci. Bon, j'aurai l'occasion de dire que c'est E10, encore plus tard. Mais à nouveau, c'est un simplex de Coxeter. Avec des angles de la forme π sur MIJ, où I et J se réfèrent aux différents murs, et où MIJ est donné dans ce cas-ci par 2 quand c'est orthogonal et 3 quand il y a une ligne. D'accord? Voilà, donc on voit apparaître de manière, alors là, en un sens un peu inattendu, des billards qui ont des propriétés assez intéressantes, puisque ce sont d'abord des simplexes, et ce n'était pas du tout évident quand on compte le nombre de murs qui est présent, a priori, ce n'était pas évident qu'on devait tomber sur un simplex. Et ensuite, c'est des simplexes de Coxeter, c'est-à-dire que c'est des simplexes tels que les murs adjacents ont des angles diédraux qui sont des sous-multiples entiers de π. Et les entiers qui apparaissent dans ce cas-ci, c'est MIJ. Alors, il se fait que pour toutes les théories de la supergravité, on a le même phénomène. On a chaque fois un simplex de Coxeter qui apparaît quand on calcule le billard cosmologique qui contrôle la dynamique à la limite BKL. Et à nouveau, c'est peut-être plus spectaculaire quand il y a des dilatons présents, parce que les couplages aux dilatons, a priori, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Bon, ces valeurs sont fixées par la supersymétrie, mais si on oublie, ça peut prendre n'importe quelle valeur. Mais on voit et donc, on a des angles qui vont dépendre de paramètres, les couplages aux dilatons. Et il se fait que ces couplages aux dilatons ont toujours la valeur qu'il faut pour avoir un simplex de Coxeter. Donc, en d'autres termes, si je prends le même Lagrangien et que j'oublie la supersymétrie et que je commence à changer les couplages aux dilatons, je n'ai plus un simplex de Coxeter. Et de même ici, si je couple, peut-être je peux le dire, si je prends la gravitation à d plus une dimension et que je la couple à une 3 forme, c'est uniquement lorsque
la dimension d'espace-temps est 11, donc D 10, que j'obtiens un simplex de Coxeter. Dans toute autre dimension, ce n'est pas un simplex de Coxeter. On peut calculer le billard. On aura un billard d'ailleurs de volume fini, mais les angles vont être un peu n'importe quoi, si je puis dire. Donc c'est uniquement à 11 dimensions qu'une 3 formes couplée à la gravitation donne un simplex de Coxeter. Bien. Alors ça, c'est ce que je voulais dire sur les billards. Oui, peut-être j'ajoute une chose en plus, c'est qu'on dira, en fait, lorsque le volume est fini, donc les groupes de... Donc, rappelez-vous, je l'avais dit la semaine passée, mais peut-être je le réécris. Donc, qu'est-ce que c'est un groupe de Coxeter? Donc, c'est défini par un certain nombre d'entiers. Donc, on a un certain nombre de réflexions, enfin, de transformations qu'on appelle SI. Donc, dans notre cas, on a autant de SI qu'il y a de murs relevants. Donc, clairement, les SI obéissent à la relation carré fait 1. Et puis, les murs adjacents font un angle qui est un sous-multiple entier de pi, caractérisé par ces MIJ. Et là, on a dès lors que SI, SJ à la puissance MIJ est égal à 1. Pourquoi? Parce que le produit SI, SJ fait une rotation d'angle 2π sur MIJ. Et si je fais MIJ fois cette rotation, je retombe sur... si je tourne... si je fais plusieurs fois... Si je fais le produit ici de ces des réflexions-là et là, ça va être une rotation de 120 degrés. Et donc, si je la fais 3 fois, je retombe sur l'identité. Donc, donc les groupes... En fait, on a des groupes de réflexion dans l'espace hyperbolique. Ces groupes de réflexion sont donnés par les réflexions dans les murs qui obéissent manifestement à ces relations. Alors, on peut assez facilement vérifier que ce sont les seules relations auxquelles ces transformations obéissent, et dès lors, ces groupes sont des groupes de Coxeter. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un groupe de Coxeter? C'est un groupe engendré par un certain nombre d'éléments qu'on appelle SI, soumis uniquement aux relations que le carré fait 1, et que donc on se donne aussi des entiers, MIJ, et soumis aussi à la condition que le produit SI-SJ à la puissance MIJ donne 1 et à rien d'autre. Bon, il y a l'associativité aussi, mais ça c'est parce qu'on a... Et donc, on peut montrer que les réflexions dans le plan hyperbolique engendrées par ces hyperplans-là obéissent à ces relations. Bon, ça c'est assez évident, mais à aucune relation autre. Alors oui, je dois dire, si MIJ est égal à l'infini, lorsque l'angle est égal à 0, en fait, il n'y a pas de relation. Et quelle que soit la puissance à laquelle on élève le produit, on ne reviendra jamais au point de départ. Ça, parce que dans ce cas-là, on obtient en fait des translations paraboliques ou hyperboliques. Et donc, on ne revient pas. Et donc, les groupes de Coxeter qu'on a, engendrés par ces réflexions, sont des sous-groupes du groupe, ça je l'ai déjà écrit, de Lorentz orthochrone. Alors, ces groupes sont donc des groupes lorentziens, qu'on dit parfois groupes de réflexion lorentziens. On dira qu'ils sont hyperboliques si et seulement si le polyèdre de Coxeter qui les engendre est de volume fini. Donc, pour la gravitation pure, c'est le cas. Pour la supergravité, je n'ai pas fait le calcul, mais on peut démontrer que c'est le cas. Donc, ce sont des groupes de Coxeter hyperboliques. Pour la gravitation à D plus une dimension, justement, je vais en parler plus tard. On va voir que c'est vrai jusqu'à un certain nombre de dimensions. Mais je voulais peut-être... Oui, vous dire, en fait, les groupes de Coxeter hyperboliques, définis par des simplexes, comme ici, c'est des structures assez exceptionnelles. Et on peut démontrer, oui, on appelle le rang du groupe de Coxeter le nombre de réflexions, donc le nombre de murs. Donc c'est l'espace hyperbolique plus 1, puisqu'on a des simplexes dans notre cas.
Et donc, on peut démontrer qu'il n'y a pas de groupe de Coxeter hyperbolique, défini par des simplexes, de rang strictement plus grand que 10. Et en rang 10, il n'y en a que 3, qui sont, je vais dessiner, qui sont ceux-ci, justement, qu'on appelle le 10. Donc je vais les écrire tous les 3. Donc à nouveau, on a donc ici c'est le graphe de Coxeter. Alors le graphe de Coxeter, il se dessine comme celui. En fait, ça c'était déjà ce que j'avais fait là. Voilà. Donc lorsque MIJ est égal à 3, donc lorsque MIJ est égal à 2, on ne met pas de ligne. MIJ est égal à 2, ça correspond à des hyperplans orthogonaux et la relation de Coxeter montre que les réflexions correspondantes commutent. Donc on encode les valeurs des exposants de Coxeter et MIJ dans un graphe qu'on appelle graphe de Coxeter. Lorsque MIJ est égal à 2, on ne met rien entre les différentes réflexions. Lorsque MIJ est égal à 3, on met juste une seule ligne sans rien. Et lorsque MIJ est supérieur ou égal à 4, on met une ligne et on écrit au-dessus l'exposant de Coxeter. Donc je vais vous écrire les 3 groupes de Coxeter de rang 10 basés sur un simplex. Il y a ce qu'on appelle, on comprendra pourquoi, E8++, il y a le 10, ici je me réfère au groupe de Coxeter, puis il y a D8++, il ne faut pas que je me... Bon, je vais peut-être commencer par ici. Je ne sais pas pourquoi. Bon, donc ça c'est D. Donc, et alors là... Donc ça c'est... non, D8 c'est ceci. Et donc on met la racine. Voilà. Donc, il y a celui-ci qui est D8++, qu'on appelle parfois aussi DE10. Et il y a encore B8++. Alors, je vais d'abord faire B8. Donc, là, c'est 4. Donc, tous les exposants de Coxeter sont non nuls. Un non égaux à 2 sont égaux à 3, sauf celui-ci qui est égal à 4. Et puis, on a ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle B8++, pour des raisons que vous comprendrez plus tard, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois, qui est aussi noté BE10. Mais donc, ça, c'est les mathématiciens ont étudié les groupes de Coxeter hyperboliques. Ils ont considéré en particulier les groupes de Coxeter hyperboliques basés sur un simplex. Et ils ont montré que le rang maximum était 10. Au-delà, dans l'espace hyperbolique plus grand que 10, il n'y a pas de groupe de Coxeter hyperbolique basé sur un simplex. Et qu'en rang 10, il y en a exactement 3, ceux-ci. Pour information générale, si maintenant on ne demande pas que ce soit basé sur un simplex, ce qui ne correspond pas à la situation qu'on rencontre ici, mais si on ne demande pas que ce soit basé sur un simplex, le rang peut être plus grand, le nombre de réflexions peut être plus grand, mais est aussi borné. Et je pense qu'il n'y a pas encore de borne stricte qui a été déterminée par les mathématiciens. Dans le dernier article que j'ai lu, il y avait un nombre comme 996. Donc là, ils savent qu'au-delà, il n'y a pas de groupe hyperbolique de Coxeter basé sur hyperbolique de Coxeter, donc oui. Mais probablement que la borne est beaucoup plus petite. Donc c'est un sujet intéressant. Mais dans notre cas, c'est des simplex. Et dans notre cas, c'est le rang maximum, c'est 10. Et les voici il n'y en a que 3, et les voici tous les 3. Alors, je voudrais introduire encore un concept qui est celui de groupe de Coxeter cristallographique.
parce que les groupes qu'on rencontre dans le billard, c'est des groupes de Coxeter cristallographiques. Donc à nouveau, c'est une propriété supplémentaire qui n'est pas garantie a priori, mais qui est remplie en tout cas par les billards associés aux théories, je dirais, physiquement intéressantes, à savoir la gravitation et les supergravités. Alors, c'est quoi un groupe de Coxeter cristallographique? Comme son nom l'indique, c'est un groupe qui préserve un réseau. Alors ici, on est dans l'espace de Lorentz à m plus une dimension. Je vais effacer ici. Donc on est dans Rm1, espace de Minkowski à m plus une dimension. Donc c'est dans ce cas-là qu'on se place, même si la définition que je vais donner ne dépend pas de ça. Et donc un réseau, ça va être, donc c'est engendré par un certain nombre de vecteurs linéairement indépendants que j'appelle alpha i. Donc ça va être la somme de coefficients AI alpha i. Donc les vecteurs, peut-être je mets une flèche comme ça, on sait que ce sont des vecteurs. Ça, c'est des coefficients et les AI sont des entiers. Donc c'est tous les points de coordonnées entières dans la base des alpha i. Donc ça, c'est un réseau. Et qu'est-ce que c'est un groupe de Coxeter cristallographique? C'est un groupe qui préserve un réseau, c'est-à-dire qu'il existe un réseau qui a la propriété que lorsque vous effectuez ces réflexions de Coxeter, vous envoyez un point du réseau sur un point du réseau. Donc le réseau est stable. Donc si cette propriété est satisfaite, on dit que le groupe de Coxeter est cristallographique. Alors, comme dans les cours de cristallographie, on peut montrer que l'ordre d'une rotation ne peut être égal qu'à 2, donc un demi-tour, ça va, 3, 4, 6, donc la MIJ. Donc le groupe ne sera cristallographique il y a deux conditions qui doivent être remplies. MIJ ne peut pas être n'importe quel entier, donc pour I différent de J, bien sûr. Ça appartient à l'ensemble suivant. Donc ça, c'est l'ordre des rotations possibles. Bon, puisqu'on est dans l'espace hyperbolique, on peut aussi autoriser l'infini. Donc ça, c'est une première condition. Et la deuxième condition, donc si on trace le graphe de Coxeter, donc les règles, c'est à chaque réflexion, on associe un point et on lie deux points si le MIJ correspondant est supérieur ou égal à 3. Dans le cas où c'est 3, on n'écrit rien comme nombre, c'est la valeur par défaut. Et dans le cas où c'est supérieur ou égal à 4, on écrit explicitement le nombre. Donc on a des règles pour tracer le graphe de Coxeter. Donc la deuxième condition pour que le groupe soit cristallographique, c'est que si on a un circuit fermé dans le graphe de Coxeter, ce qui peut arriver dans le cas lorenzien, donc je vais le dire en mots. Donc il y a une condition sur les circuits fermés que je vais... La condition est la suivante, c'est que pour tout circuit fermé dans le graphe de Coxeter, le nombre d'arêtes égal à 4 doit être pair et le nombre d'arêtes égal à 6 doit être aussi pair. Donc 0, 2, etc. On va voir tout de suite pourquoi. Et donc une fois que ces conditions sont remplies, comment on construit le réseau qui est préservé? Donc ce qu'on se donne, c'est le groupe de Coxeter. Donc c'est les plans et les réflexions dans ce plan. Donc les SI, elles ont un certain hyperplan. Alors je vais appeler EI les vecteurs
orthogonaux aux hyperplans de norme 1. Et on va voir que le réseau qui est préservé par le groupe de Coxeter, ce n'est pas le réseau associé au EI, c'est un réseau un peu qu'il faut construire, que je vais construire maintenant. Donc c'est celui associé à alpha I. Donc je vais vous dire quel est le lien entre les alpha I et les EI. Et donc en fait, il faut bien choisir la norme. Donc les alpha I vont différer des EI par une norme bien choisie. Et c'est en ajustant cette norme qu'on va construire un réseau qui est préservé par toutes les réflexions de Coxeter. Alors peut-être pour donc les EI ont la propriété, donc ils sont orthogonaux aux hyperplans de réflexion, et le produit scalaire de EI, EJ, donc on sait que c'est égal à 0 dans le cas, donc M, donc je vais mettre en dessous la valeur de MIJ. Là c'est lorsque MIJ vaut 2. Lorsque MIJ vaut 3, donc l'angle c'est 120 degrés, donc ça fait moins 1,5. Lorsque MIJ, donc ça c'est 3. Lorsque MIJ vaut 4, l'angle fait 135 degrés, donc ce sera moins racine de 2 sur 2. Et puis le dernier cas c'est 6. Et donc là j'ai moins racine de 3 sur 2. Oui, non, le dernier cas c'est réellement l'infini. Et donc là c'est moins 1, 180 degrés. D'accord, donc c'est bon de savoir quelles sont les valeurs des produits scalaires correspondant, donc les angles, et les angles diédraux, c'est chaque fois les... Donc ça c'est l'angle formé par les EI et les EJ et le supplémentaire de l'angle diédral, c'est pour ça qu'on a des signes moins. Alors, les alpha I sont construits à partir des E, en les multipliant par un certain nombre CI, donc on va changer la norme. Les EI sont donc les normales normées ici. Et la règle est la suivante, et on va voir que c'est une règle qui produit effectivement un réseau qui est préservé par les réflexions. Donc on va choisir CI de la manière suivante. Si MIJ est égal, si MIJ est égal à 0, il n'y a aucune condition. Mais oui, nos graphes de Coxeter, ils sont tous connexes. Et pourquoi ils sont connexes? Parce que s'ils séparaient en deux morceaux, ça voudrait dire que tous les vecteurs, tous les angles ici, et donc si je calcule l'angle entre deux vecteurs orthogonaux aux hyperplans, tous les vecteurs ici sont orthogonaux à tous les vecteurs ici, s'il n'y avait pas de ligne. Et du coup, toutes les réflexions commutent. Donc le groupe de Coxeter serait le produit direct de deux groupes. Donc on va supposer que les graphes sont connexes, sinon il faut... Enfin, c'est pas compliqué à gérer si c'est pas connexe, mais alors il y a un arbitraire supplémentaire. Alors la règle est la suivante, donc si MIJ est égal à 3, on prend CI est égal à CJ. Si MIJ est égal à 4, on a deux choix possibles, soit CI égale racine de 2 CJ, soit CJ est égal à racine de 2 CI. Donc, c'est égal à 1 sur racine de 2 CJ. Ouais, peu importe. Si MIJ est égal à 6, alors CI est égal à racine. On peut soit prendre CI égale à racine de 3 CJ ou CI égale à 1 sur racine de 3 CJ. Il y a deux choix possibles à nouveau. Et lorsque MIJ est égal à l'infini, il y a en fait deux choix possibles, mais celui que je vais prendre en tout cas, c'est CI égale à CJ. Celui-là n'est pas... celui-là est toujours possible. Il peut y en avoir d'autres, mais... Alors, vous voyez, la condition sur les circuits fermés, c'est qu'évidemment, il faut revenir avec la même norme du vecteur lorsque on fait un tour. Alors, lorsque MIJ est égal à 4 ou est égal à 6, vous voyez qu'on change la norme, mais comme il faut revenir à la même norme de départ, on ne peut avoir qu'un nombre de fois. Il faut faire ça à un nombre de flip-flop qui est pair. Sinon, on va revenir avec, au retour,
une puissance de racine des 2 qui est non triviale comme nouvelle longueur. Donc c'est pour ça qu'il y en a cette condition-ci. Alors pourquoi on prend ces racines de 2 et ces racines de 3? Ça vient des produits scalaires, et regardons l'action d'une réflexion. Donc là, donc en fait, la réflexion agissant sur le vecteur EI, mais ça c'est la formule que je vous ai donnée, c'est EI, pardon, SJ, calculons SI, pardon, agissant sur EJ. Donc du coup c'est EJ moins 2, EI, EJ, donc ceux-là sont normés, hein, on les a pris la norme égale à 1 fois EI. Alors je vais calculer, je vais vous montrer, bon en général, ceci, ça ne va pas être des entiers, donc le réseau engendré par les E n'est pas nécessairement préservé par le groupe de Coxeter parce que on a des produits scalaires, vous voyez, ces produits scalaires ne sont pas des entiers, donc le coefficient ici n'est pas entier en général. Hein. Dès le moment où j'ai ceci comme produit scalaire, les coefficients là ne sont pas entiers. Donc le réseau engendré par les E n'est pas préservé, mais celui engendré par les alpha, avec cette règle-ci, on va voir qu'il est préservé. Donc calculons l'image par une réflexion de alpha J. Alors c'est alpha J, c'est une transformation linéaire, hein, donc ça c'est facile, c'est 2, donc il faut remplacer EJ par alpha J. Et donc, si j'utilise le lien entre les alpha et les E, ça va être 2 alpha I alpha J, alpha J. Et donc ça va me donner 1 sur CI. Et là, je vais aussi avoir un 1 sur CI. Et donc ça me donne le produit scalaire alpha I fois alpha I. Puisque les E se norment 1. Donc les E, c'est alpha I sur racine de carré de alpha I fois alpha I. Donc quand je remplace ces E ici, j'en ai 2, donc la racine carrée disparaît, j'ai ça. Et donc vous voyez que, donc ça on va donner un nom à ça, donc c'est alpha J moins A, alors je veux toujours IJ alpha I, ou AIJ, c'est égal donc à 2 produits scalaires alpha I alpha J divisé par alpha I alpha I. Donc ça c'est le produit scalaire calculé avec la métrique qui vient de Lorentz, hein, donc la supermétrique de De Witt. C'est alpha I. Et je prétends que alors, le groupe préservera le réseau engendré par les alphas si et seulement si les nombres ici sont des entiers. Parce qu'alors, effectivement, l'image d'un alpha, c'est une combinaison linéaire à coefficient entier des alphas. Hein? Et je prétends qu'avec les choix que j'ai faits là, et on peut vérifier qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, les nombres qui sont les coefficients ici, donc les A et J, sont des entiers. Donc A et J est un entier pour tout choix de IJ. Alors par exemple, prenons le cas où MIJ est égal à 4. Oui, si MIJ est égal à 3, alors ça c'est facile parce que si MIJ est égal à 3, ils ont la même norme et vous voyez que donc alpha I fois alpha J est égal le produit scalaire, donc on peut les prendre égaux à EI. Le produit scalaire fait moins 1,5, mais j'ai un 2 qui est là. Et ici, j'ai un moins 1,5, donc ça marche. Hein. Donc finalement, c'est même 2, je pense. Donc on va peut-être le réécrire. Ce sera plus facile de... Donc ça, c'est 2 EI fois EJ. Je vais le réécrire en termes des E, parce que c'est ceux-là que j'ai écrit là, sinon on va cafouiller.
fois, alors ici j'ai un CI CJ sur CI carré, donc j'ai fois le produit CI sur CJ, ou CJ sur CI, pardon. Donc vous voyez qu'effectivement, si le produit scalaire EI fois EJ est égal à moins 1,5, qui correspond à ce cas-ci, ceux-ci sont égaux, donc j'ai moins 1,5 fois 2, c'est moins 1. Donc c'est bien entier. Si MIJ est égal à 4, le produit scalaire EI fois EJ, c'est moins racine de 2 sur 2. Mais vous voyez que le rapport de CJ sur CI sera soit égal à racine de 2, soit 1 sur racine de 2. Mais dans tous les cas, le racine de 2 disparaîtra. Ça sera remplacé par 2. Enfin, ça sera racine de 2 sur 2. Donc ça va être remplacé par 2, donc ça fera un entier. Je vous laisse vérifier, enfin, toutes les combinaisons. Ce n'est pas très compliqué. Mais donc vous vérifiez qu'avec ces règles-là, sachant que les produits scalaires sont donnés par ça, dans tous les cas, on obtient des entiers. Et en fait, on appelle ces entiers les entiers de Cartan. Mais vous voyez que, bon, je n'ai pas dessiné le graphe de Coxeter pour la gravitation à d plus une dimension, ni à d dimensions, mais j'ai dessiné le graphe de Coxeter pour la supergravité à 11 dimensions. Vous voyez que c'est un groupe cristallographique, puisque les MIJ sont égaux à 2 ou 3. Voilà, donc c'est un groupe cristallographique, et on peut lui associer des entiers de Cartan, qui vont tous être égaux. Bon, on peut prendre toutes les racines, tous les EI, on appelle les alpha I des racines pour des raisons que vous verrez, qu'on va comprendre tout de suite. Les EI sont de norme 1. Les alpha I, il est de tradition de prendre les alpha I de longueur carrée égale à 2. Vous voyez, tout ça est... On peut tout multiplier par un facteur. Le réseau correspondant sera toujours préservé. Donc lorsque les racines sont toutes égales, donc on aura chaque fois que CI est égal à CJ lorsque tous les MIJ sont égaux à 3. Quand ils sont égaux à 0, il n'y a pas de condition qui vient, mais indirectement, puisque c'est connecté, il y aura une condition. Donc toutes les racines seront de même longueur, et dans ce cas-là, par tradition, on prend la longueur égale à 2. Ça simplifie certaines choses. Bien, mais donc vous voyez que de la supergravité sort des entiers de Cartan. Et si on met ces entiers dans une matrice, on obtient ce qu'on appelle une matrice de Cartan, une matrice de Cartan. Donc je vais dire 2-3 mots sur les matrices de Cartan maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que le billard produit, et ça vient du menu de P-forme, ici il n'y en a qu'une 3 formes, la gravitation, produit une matrice de Cartan, la collection de ces entiers de Cartan. Et ça, c'est la limite BKL, et donc je dirais, c'est pas conjectural. Bon, il y a des théorèmes mathématiques qui ne sont pas encore tout à fait des théorèmes, il y a des problèmes d'analyse pour montrer que le passage à la limite c'est des questions d'analyse fonctionnelle qui ne sont pas triviales, donc c'est compliqué. Mais si on accepte, disons, ces points mathématiques, le billard sort, et là, il n'y a pas d'approximation qui est faite, une matrice de Cartan. Et chaque théorie va être caractérisée par sa matrice de Cartan. Alors pour la gravitation, peut-être je dis la gravitation pure, je vais dessiner, on peut peut-être dessiner le graphe de Coxeter de la gravitation pure à 3 dimensions. Donc on a vu qu'il y avait 3 murs. Il y en a 2 qui sont orthogonaux. Il y en a 2 qui font un angle 0, donc le MJ correspondant est égal à l'infini. Et puis les 2 autres faisaient un angle égal à pi sur 3, donc on était dans ce cas-ci, on ne dit rien. Donc ça, c'est le graphe de Coxeter de la gravitation pure. Et je n'ai pas fait le calcul, mais je vous ai écrit les murs et je vous laisse faire le calcul. Le graphe de Coxeter correspondant à cela, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le calcul. Vous avez les murs, vous avez la supermétrique de De Witt qui permet de calculer les produits scalaires, donc on a tout. Alors voici le graphe de Coxeter de la gravitation à D plus une dimension, donc j'ai D, un certain nombre de nœuds, tous les murs de symétrie. Et puis, attendez, on a ce qu'on appelle la racine, oui, on a ça. Donc là, il y a une boucle, ceci. Donc ça, c'est le graphe de Coxeter qui correspond
à la gravitation pure à 2 dimensions. Et donc, c'est ce qu'on appelle AD-2 plus. Pour des raisons que je vais expliquer. Mais si vous regardez ce graphe de Coxeter, et vous regardez la liste des graphes de Coxeter hyperboliques basés sur un simplex à 10 dimensions, vous ne voyez pas celui-là. Donc en particulier, A8++ n'est pas ici. Hein, le A8++ s'obtient en prenant 8 ici, 9, 10. Et donc ça veut dire que le graphe de Coxeter associé à la gravitation à 9 dimensions spatiales n'est pas hyperbolique. Et vous vous rappelez, je vous avais dit que le chaos disparaissait dans l'analyse BKL quand on arrivait à cette dimension-là. Si vous regardez maintenant les graphes de Coxeter de ce type-ci de rang plus petit, par exemple celui-là, celui-ci peut être vu comme la limite de celui-là quand la boucle ici, enfin ceci doit être vu comme vous pouvez voir ça comme la limite de la boucle. Enfin, oui. Donc ça c'est un peu dégénéré, mais à 5 dimensions, à une dimension d'espace supplémentaire, vous aurez quelque chose comme ça. Vous voyez, si ce nœud-ci devient celui-là, les deux branches-là collapsent et donnent un infini. Donc on peut voir ça comme la limite de ceci, mais avec un nœud de moins, et enfin, bon, c'est un peu... Pardon ? J'en ai un de trop. Oui, c'est vrai. Donc on va faire celui d'en dessous, pardon, effectivement. Donc là, j'en ai 4. Merci. Et donc, effectivement, donc ça collapse lorsque j'enlève celui-ci. Merci. Et qui vient, ou que je fais fusionner ces deux-là, disons. Mais merci. Au tableau, effectivement. Donc, il y avait un de trop. Mais donc, ça, c'est la gravitation à 4 plus 1 dimension. Donc, ça, c'est 3 plus 1, 4 plus 1. Et dans ce cas-là, on peut voir, la liste est faite de tous les graphes de Coxeter hyperboliques, elle se trouve dans des tables. On peut voir que ceci est hyperbolique. Ça se trouve dans les hyperboliques. Et donc la gravitation pure est décrite par un groupe de Coxeter qui est hyperbolique jusqu'à la dimension, donc, mais alors ça ne l'est plus, où on arrive sur A8++. Mais si on met la 3 formes, on rétablit le caractère hyperbolique. On obtient un mur supplémentaire qui rend le volume fini. Donc ça veut dire que pour la gravitation... Et donc ça, c'est aussi A1++, je devrais le dire. Et je pense que la première personne qui a pu identifier que la gravitation était liée à A1++, c'est Bernard, qui a en tout cas montré que le groupe de Guérot était A1+. Et donc il a pu relier les symétries. Donc je vais dire un mot là-dessus plus tard, le lien entre les symétries cachées et les groupes qui apparaissent dans les billards. Mais pour revenir à ceci... Donc la gravitation pure cesse d'être chaotique, comme je l'ai indiqué, mais par les méthodes BKL, sans jamais réfléchir en termes de billard hyperbolique ou pas hyperbolique, cesse d'être chaotique en dimension d'espace-temps 11, elle l'est encore en dimension 10. Mais en dimension d'espace-temps 11, pour avoir le chaos, il faut avoir la 3 formes de manière essentielle. Et la 3 formes, enfin une manière géométrique de comprendre ça, c'est que le volume qui est infini, bien évidemment si j'ajoute des murs, je diminue le volume. Et je peux rendre un volume infini, fini, et c'est ce qui se passe avec la 3 formes. Bien, alors, ce dont je vous ai parlé, comme je vous l'ai dit, ce sont des résultats bien établis. Les biais de BKL, c'est une limite des équations de d'Einstein que l'on étudie lorsqu'il y a une singularité de genre espace. Et donc, ces résultats reposent sur une base solide. Ce dont je vais vous parler maintenant et à la dernière leçon, et c'est pour ça que ça ira plus vite, c'est des résultats qui sont sur une base moins solide, mais qu'on pense être corrects néanmoins, où on va au-delà des billards et on essaye de... Parce que, je vais le dire tout de suite maintenant, en fait,
les matrices de Cartan, et donc il sort une matrice de Cartan du billard, on pourrait se dire, ben voilà, il y a une matrice de Cartan qui sort, mais on peut se poser la question, est-ce que ça veut dire plus? Et on peut montrer, et je vais expliquer ça la semaine prochaine, peut-être déjà un peu maintenant, qu'à toute matrice de Cartan, on peut associer une algèbre. Et en particulier, les algèbres qui sortent sont chaque fois, c'est pour ça que j'ai utilisé cette notation doublement étendue plus, c'est des algèbres qui sont reliées de manière très précise aux groupes de symétrie qui apparaissent par réduction dimensionnelle. Et donc la question toute naturelle qui se pose, c'est est-ce que la gravitation aurait une symétrie décrite par la matrice de Cartan que les billards mettent en évidence? Et donc pour faire ça, alors là, on a beaucoup d'indications qui semblent montrer que la réponse est oui, mais je pense qu'on n'a pas encore démontré que c'était oui, et complètement, mais il y a des résultats très forts qui existent, et vous en avez déjà entendu. Et ce que je vais c'est ce dont je vais vous parler la semaine prochaine. Mais je voulais, disons, faire la distinction très claire entre ce qui est établi et ce qui est encore conjectural. Ce qui est établi, c'est qu'à la limite BKL, il y a une matrice de Cartan qui apparaît qui décrit la dynamique. Et cette matrice de Cartan a des propriétés intéressantes. Elle est liée à des groupes de Coxeter hyperboliques basés sur un simplex cristallographique. Donc, c'est des propriétés quand même pas triviales quand on pense que ces murs pourraient avoir des angles diédraux égaux à n'importe quoi. Si je vous écris un lagrangien quelconque avec des couplages au dilaton quelconque, on peut avoir n'importe quel angle. Donc ça, c'est bien établi. Donc à partir de ce que je vais dire maintenant, à partir de maintenant, les choses seront moins bien établies. D'accord? Donc plus conjecturales. Donc je voulais faire la distinction, sauf que je vais devoir vous donner un certain nombre de définitions mathématiques et de propriétés mathématiques qui, elles, sont des résultats mathématiques forts. Mais quand je vais vouloir relier ça à des symétries, ça va être plus conjectural. Donc ce que je vais montrer, c'est que toute matrice de Cartan, je donnerai de manière précise la définition d'une matrice de Cartan la prochaine fois, est associée à une algèbre de Kac-Moody, et que, en fait, le groupe de Weyl que je dois définir de cette algèbre de Kac-Moody, c'est juste le groupe de Coxeter qu'on vient de voir. Donc ces groupes de Coxeter-là, c'est tous des groupes de Weyl, parce qu'ils sont cristallographiques notamment, d'algèbre de Kac-Moody. Et je vous parlerai d'une tentative d'essayer de montrer que la symétrie, que l'algèbre de Kac-Moody en question était une symétrie de la gravitation. Je vous parlerai du modèle sigma non linéaire correspondant, mais ceci est plus conjectural. Donc la partie physique dont je vais parler à partir de maintenant, c'est plus conjectural. Et je pense que même s'il me reste 5 minutes, il vaut mieux que j'arrête. J'aurais voulu quand même dire une chose concernant le séminaire de tout à l'heure, d'introduire... mais je ne peux pas le faire malheureusement en 5 minutes si je vais être suffisamment détaillé. Donc, quand même, je vais dire des choses. Donc, en fait, à toute matrice de Cartan, et en particulier à cette matrice de Cartan-ci, construite à partir de ce graphe ici, on associe non seulement un groupe de Coxeter, comme j'ai montré, mais une algèbre de Kac-Moody qu'on appelle toujours E10. La définition précise de l'algèbre de Kac-Moody en termes de générateur et relation, je vous la donnerai la fois prochaine. Mais cette algèbre de E10 possède ce qu'on appelle une sous-algèbre, je mets ça entre guillemets, qui est KE10, parce que je pense que c'est celle-là qui va faire l'objet du séminaire qui vient. Qu'est-ce qu'on appelle la sous-algèbre compacte, mais je devrais mettre compacte entre guillemets. Donc c'est une sous-algèbre qui est invariante par une involution de l'algèbre précise. Donc pour ceux, comme je n'ai pas encore expliqué, probablement que ceci est un peu du chinois. Mais donc il existe des sous-algèbres intéressantes. Bon, de la même manière que pour SLN, vous savez que SON est une algèbre intéressante parce que c'est la sous-algèbre compacte maximum de SLN. On peut faire la même chose ici. Et les spinors se transforment dans l'algèbre compacte. Donc ce qu'on va entendre dans le séminaire qui vient, c'est des propriétés de représentation de cette algèbre-là. Donc probablement que vous devrez accepter un certain nombre de choses qui s'éclairciront la semaine prochaine en termes de concepts. Enfin, c'est un peu l'idée des séminaires. Hein. Des séminaires, c'est des séminaires, ce n'est pas un cours. Donc il y a un effort différent à faire. Et donc,
alors que les représentations de E10 sont infinidimensionnelles, il existe des représentations de manière assez peut-être inattendue au début, de dimension finidimensionnelle de cette sous-algèbre qui est elle aussi infinidimensionnelle, mais elle admet des représentations finidimensionnelles. Donc le séminaire suivant va être consacré aux représentations de ce sous-groupe de E10, ou ce sous-algèbre de E10, et j'essaierai de clarifier un petit peu les choses plus systématiquement la semaine prochaine. C'est important pour les fermions, parce que si on veut mettre des fermions dans la théorie dont je n'ai pas parlé, ici je n'ai parlé que des champs bosoniques, je n'ai pas parlé de P-forme, je n'ai pas introduit de fermions, on peut voir que les fermions se transforment naturellement dans cette sous-algèbre. Bon, alors je vais arrêter de dire des choses qui probablement ne veulent pas dire grand-chose si vous n'avez pas encore entendu parler. Tout ça, je vais essayer de l'éclaircir la semaine prochaine. En tout cas, le séminaire qui vient va vous parler de représentation d'un sous-groupe intéressant de ces algèbres de Kac-Moody, qu'on note K comme par analogie à SON, donc c'est une sorte de compact maximal, même s'il n'est pas vraiment compact dans notre cas, et c'est relevant pour la description des fermions dans le cadre de la théorie. Donc sur ce, je vais arrêter, et si vous avez des questions, comme toujours, elles sont les bienvenues.